Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la Guadeloupéenne Lydia Ketty-Naval. Oui, bonjour. Plus connue sous le nom de Lydia Ketty. Oui, c'est vrai. Vous êtes une journaliste, animatrice d'une émission célèbre à Radio Aligre, Tant qu'il y aura des femmes, que vous animez depuis 5 ans maintenant. 5 ans, oui. Et tant qu'il y aura des femmes, ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup d'émissions. Parce que les femmes, elles sont toujours là. Obligatoirement, oui. C'est-à-dire que nous sommes sauvés tant qu'il y a des femmes, en fait, entre guillemets. On est d'accord. Vous avez un parcours très diversifié. Avant d'être journaliste et animatrice radio, vous avez été mannequin et vous avez été, ce qu'on ne sait pas forcément, l'une des Claudettes de Claude François, donc une des célèbres, très célèbres Claudettes. Je vous laisse la parole. C'est à vous. Écoutez, merci pour l'invitation. Tant qu'il y a des femmes, oui. Tant que nous sommes là, bien sûr. Et en fait, je suis, depuis mon enfance, une féministe. Enfin, je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours été féministe. En fait, j'ai toujours été une femme libre. Vous venez de dire que j'étais danseuse et mannequin. Ça veut dire que c'était dans les années 70. En 70, quand on est danseuse et mannequin, ça veut dire que nous sommes déjà différentes et qu'il y a une forme de liberté. Et moi, je tenais beaucoup à ma liberté d'agir et de faire et de pas rentrer dans les rangs. Ça veut dire que, logiquement, j'ai un certain âge, donc j'aurais dû trouver un mari, faire un métier, etc., etc. Donc, j'ai refusé tout ça pour être une femme libre, en effet. Oui, c'est ce que vous êtes, non? C'est ce que je suis restée, ce que je demeure. De par mon métier, j'ai connu beaucoup de femmes, beaucoup de cas. Et c'est vrai que nous sommes 50% de l'humanité, donc c'est quand même important. Et je m'aperçois, mais j'ai pas vraiment eu de traumatisme quand j'étais jeune, parce que justement le fait d'avoir été dans le show business, comme on dit, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Alors il y a eu quelques personnes qui ont essayé, mais comme j'ai toujours su me défendre, donc j'ai pas de traumatisme de ce côté-là. En revanche, bien entendu que je suis au courant depuis que je suis jeune fille. Bien entendu, j'ai été en but aussi à quelques personnes malveillantes de l'autre sexe. Donc ça fait partie, je pense, de l'histoire de beaucoup de femmes, et je fais partie de ça aussi. Donc j'ai vécu. En revanche, je refuse complètement d'être soumise, d'être assujettie à des traditions, etc. Ça, mais c'est vrai qu'aux Antilles, nous sommes les maîtresses, ce qu'on appelle des maîtresses femmes. On a toujours la femme aux Antilles, une femme, elle est importante. C'est elle qui gère la maison, mais aussi, comme en règle générale, c'est un peu dans les traditions, l'homme est volage, donc la femme reste debout, femme debout, comme on dit aux Antilles. Moi, j'étais élevé par 2 femmes. J'étais élevé par ma mère et ma grand-mère. Mon père était tout à fait absent, ce qui était parfait. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me souviens, en venant ici, j'ai fait un petit peu le retour en arrière et je me suis aperçu qu'en fait, très tôt, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, quand on est petite et qu'on vous apprend l'histoire en vous disant vos ancêtres c'est les Gaulois, et que vous dites non, ça va pas, on est en train de me mentir là, parce que d'ailleurs il y a quelques milliers de kilomètres de la Gaule. C'est ça. Et en fait, ce que je voyais comme image, c'était des hommes avec des longs cheveux blonds, avec des toits de chaume. Donc c'était pas ce que je vivais. Après, je suis venu en France avec mes parents, mais j'ai fait toutes mes classes en France. J'étais chez les sœurs. Et pareil,
l'église, les cours de catéchisme. Et moi, ce qui m'a complètement traumatisé, c'était la confession. Parce qu'en fait, la confession, c'était pareil. Il y avait un mensonge là aussi. Puisque comme je faisais pas de gros péchés, j'inventais des péchés. Et je me suis dit, je vais me faire avoir par le prêtre. Eh ben non, je me suis jamais fait avoir par le prêtre. Donc, tout ça a fait que je me suis dit, il y a un problème. Il faut que je prenne ma liberté de penser, en fait. C'est ça l'histoire. D'accord. Comment vous est venue l'idée de faire cette émission ? Quels ont été peut-être les sujets ou les invités qui vous auront le plus marqué ? En fait, j'ai fait cette émission, je dirais, j'aime bien le mot fulgurance, comme j'étais invité à une radio, justement, en tant que danseuse, Claudette, et je n'arrivais pas à sortir de ce personnage. Et c'est vrai que j'avais envie de parler d'autre chose. Et à ce moment-là, les femmes étaient dans la rue en train de revendiquer leur liberté d'être et leur liberté du corps. Et je suis sorti de là en me disant, bon, ça va, c'est bon, je vais faire une émission, elle sera comme ça, elle s'appelait comme ça, etc. Donc j'ai appelé un ami qui avait une radio web. Il m'a dit oui, pas de problème. Donc j'ai commencé avec lui. Et puis après, il a décidé d'arrêter parce qu'il ne pouvait pas garder le studio. Et j'ai donc fait un dossier et j'ai envoyé mon projet à d'autres radios. Et puis Ali a accepté mon projet. Voilà, tout simplement. Quand vous parliez depuis l'époque où on a commencé dans les années 1970, bien sûr, bien avant, à revendiquer que notre corps nous appartient, c'est vrai que le stéréotype qu'on pouvait avoir, c'était que par exemple, les Claudettes, les danseuses, parce que vous êtes d'abord danseuse. Hein, bien sûr. C'est pas seulement être sur une scène, c'est savoir danser. Hein. Oui. C'est l'image, effectivement, de la femme, entre guillemets, objet, parce que c'est le corps qui est mis en valeur. Et... Mais alors, on peut le voir comme ça, je vous avoue. Alors, c'est vrai que, bon, à l'époque, moi, j'étais jeune, donc j'avais pas cette notion un petit peu de ce que pouvait donner l'image. En revanche, il m'est arrivé d'avoir des femmes qui ont... Parce que nous étions libres, en fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'était effectivement, d'être à la télévision, très peu habillés, on va dire, mais aussi savoir se tenir. Et surtout, obligatoirement, on devait nous respecter. Je veux dire, c'est pas parce que je suis une danseuse ou un mannequin, il faut me malmener. Et j'ai eu des jeunes filles qui m'ont dit, le fait de vous voir à la télévision, j'ai osé. Très bien, et ça me plaisait bien. Et c'est vrai que je préfère le voir comme ça. Parce que nous étions objets pendant 3 minutes à la télé. Après, c'était la scène, c'est encore autre chose. Mais... Vous étiez d'abord danseuse. On était d'abord danseuse, oui, absolument. Et ça, c'est important ce que vous dites, une jeune fille qui vous a dit, enfin, grosso modo, vous êtes une femme inspirante, quoi. C'est-à-dire, ça a permis à d'autres de se projeter. C'est ça aussi, les rôles modèles. Bien sûr. D'autant que dans mon histoire personnelle, si je peux me permettre, c'est que moi, au départ, quand j'ai commencé à danser, c'est parce que j'ai vu un jour le Lac des Cygnes à la télévision et ça m'a complètement bouleversé. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours de danse classique et je voulais devenir une danseuse classique. C'était ça mon rêve. Mais seulement, j'avais pas de référent. Dans les années 60, il n'y avait pas de danseuse métisse, noire, ça n'existait pas. Donc évidemment, j'ai dansé le Lac des Cygnes, mais j'étais le cygne noir, etc. Forcément. Donc voilà, donc c'est vrai que... Qui n'est pas le rôle le moins intéressant quand non, même. Absolument, le rôle est magnifique, au contraire, avec une personnalité forte, bien sûr. Et surtout, juste pour un peu rendre hommage à Claude, dans les années 70, en fait, il y avait une fille asiatique, il y avait une fille noire et foncée, je veux dire, hein, parce que moi, je suis métisse, donc c'est toujours pareil. Ça aussi, c'était incroyable. Alors, c'est vrai qu'on a dit Saint-Laurent aussi, mais Claude, bien avant, c'est-à-dire asiatique, noire. Il y a même une fille qui était marocaine. Voilà, enfin, c'est... Oui. C'est-à-dire, il n'y avait pas de racisme. Absolument pas. Il y avait une universalité. Absolument. Revenons un peu à votre émission, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup marqué dans les sujets que vous avez traités depuis que vous faites cette émission ? Écoutez, il y a beaucoup de sujets. J'ai eu le plaisir de vous recevoir, d'ailleurs 2 fois. Oui, merci. Donc c'était fort agréable. Et sur les femmes dans les conflits. Et sur les européennes, absolument. Il y a beaucoup de sujets, mais je vais prendre les derniers parce que c'est tellement... là, j'ai reçu une jeune femme qui a fait elle est égyptienne en plus, c'est une comédienne. Elle a eu comme ça une envie de faire un livre sur les femmes afghanes qui peuvent plus chanter aujourd'hui. Enfin, qui ne peuvent plus rien faire. Voilà, c'est ça. Elles peuvent rien faire. Elles peuvent même pas regarder par la fenêtre. Donc voilà. Et elle était très touchante parce qu'en fait, elle a apporté un sujet qui m'a complètement interpellé, puisqu'elle disait, apparemment, son père peut pas retourner en Égypte, donc elle est un peu nostalgique de son pays, mais elle disait, est-ce que j'ai le droit de donner mon opinion, le fait d'être racisée, le fait
de mes origines, est-ce que je peux effectivement parler? Est-ce qu'on va pas dire que c'est je suis partisane, ou etc. Et je lui dis, mais si le mot race, les races n'existent pas, semble-t-il, c'est ce qu'on m'a dit. Non. Donc, ou les races n'existent pas, ou nous sommes tous racisés. C'est ça l'histoire. Alors évidemment, femme afghane, alors j'ai fait la chronologie un petit peu politique depuis des années 30 à peu près, et j'ai vu qu'il y avait aussi des politiques qui avaient accepté ce que les femmes fassent des études, et les enfants, enfin tout fonctionnait normalement. Et ce qui était absolument impressionnant, c'était de voir que ces pauvres femmes, elles pouvaient passer en 20 ans avoir une vie normale, et tout d'un coup, boum, elles étaient enfermées. Et à nouveau, elles avaient une vie normale, et à nouveau, enfin c'est insupportable. C'est-à-dire, ça me donne la chair de poule. C'est insupportable. Oui, absolument. Et c'est pour ça que beaucoup de féministes disent les droits des femmes sont jamais acquis définitivement. Mais non. Parce que il suffit effectivement, comme elle a dit Beauvoir, évidemment, il suffira d'une crise pour qu'il soit remis en question. Et on le voit constamment. Constamment. On le voit actuellement sur les questions d'avortement, de remise en question. Aux États-Unis, évidemment, mais pas seulement. En Europe, en Hongrie, en Pologne. Mais ici en France. Ici en France, il y a eu, heureusement qu'on a constitutionnalisé le droit à l'IVG. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a partout des risques de recul qu'on ne maîtrise pas. Quoi. Mais, pardonnez-moi, mais je pense que notre problème, en France en tout cas, c'est de dire que nous ne serons jamais bien tant que les femmes afghanes ne pourront pas être libres. C'est ça qui est terrible. C'est là qu'il y a toujours un moment où il va falloir reculer l'échéance, se dire, non, ok, nous on est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres, quoi? Complètement. Alors donc, vous avez fait ce type d'émission justement pour parler des femmes afghanes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en 5 ans qui vous ont marqué ou des invités particulières qui vous ont... Oh, j'ai invité des femmes formidables, comédiennes, qui est une jeune femme auquel je pense, qui est d'origine algérienne, je crois, qui a fait beaucoup de pièces de théâtre sur Laurent Godet, vraiment qu'elle adore, à base de masques. J'ai reçu encore il n'y a pas très longtemps Hélène Devinck aussi, qui a écrit un livre sur un procès qui va avoir lieu dans quelques mois. C'est absolument fraîche boucaqué, c'est-à-dire ce sont des gens qui prennent des jeunes filles qui ont... C'est la traite pour prostitution. C'est la traite humaine, c'est la traite humaine. Voilà. Et moi, alors, novice, vraiment, je suis pas très fort dans le porno, parce que c'est pas le genre de culture que j'aime, et je découvre des choses incroyables. Quoi, d'une rare violence. Mais d'une extrême violence. Nous allons faire en septembre, j'espère, cette émission sur LiMeToo, on va y arriver, mais ces femmes ont pu dénoncer. Donc ça, c'est quand même important. Mais on avait fait le parallèle entre elle et l'affaire Pellico. Alors, on disait, en fait, Madame Pellico, elle est victime parce qu'on lui a donné le statut de victime. Voilà, c'est sûr. Mais ces jeunes femmes, elles ont signé un papier, elles ont signé un contrat, donc elles ont accepté. C'est ça le truc, c'est là que... Sauf que la signature sous pression, c'est exactement, sous puis c'est pas un contrat pour accepter d'être malmené, violé, etc., etc. Oui. Vous avez gardé un lien fort, évidemment, avec la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous pensez de la situation générale? Je demande souvent à mes invités, quelle est la situation géopolitique ou économique ou culturelle dans votre terre? Aux Antilles, Guadeloupe, voilà. Bien sûr. Mais en fait, vous savez, j'ai quitté les Antilles avec mes parents. J'étais dans le Couffin. Mais on allait chaque année aux Antilles pendant des années. J'allais aux Antilles en vacances avec mes parents. J'ai toujours été étonné du fait que ça ne change pas. Les choses ne changent pas, n'évoluent pas. Et bien évidemment, j'ai lu quelques auteurs antillais qui racontaient un petit peu comment ils vivaient aussi aux Antilles, etc. etc. Condé, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais je me suis toujours dit, est-ce que les Antillais, je m'interroge, est-ce que les Antillais ne manquent pas un petit peu d'opiniâtreté ou de volonté pour faire changer les choses? Et là, les choses bougent. Parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol, quoi. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas d'eau. Ce sont des Français. De toute façon, la France a un problème avec ses colonies. Je pense qu'on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas c'est comme ça. Voilà, il y a un problème. En même temps, ils veulent garder les colonies et en même temps, ils n'assument pas correctement la politique humanitaire, je dirais, parce que c'est une question d'humanité maintenant. Et là, j'ai suivi évidemment les derniers événements
qu'il y a eu avec ces deux jeunes femmes que j'ai trouvées magnifiques et ce monsieur. Et le traitement qu'ils ont subi est épouvantable, quoi, je veux dire. Bon, on passe là-dessus, mais c'est vrai que j'ai toujours... Quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi. Je disais à ma mère, mais pourquoi tu veux absolument manger des pommes France, comme elle disait, et pourquoi tu veux manger des poulets de Carrefour, alors qu'on a des poulets, qu'on a des fruits magnifiques aux Antilles. Oui. Alors, il y avait ça aussi, parce que c'est vrai que dans la mentalité du colonisé, il faut faire comme le maître, quelque part. Il y a cette notion-là. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu évidemment Fanon, mais Fanon l'explique très bien. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de traumatisme qui se transmet de génération en génération. Cette idée de devoir blanchiser la race aussi, qui fait que on est entre deux chaises, quoi, quelque part, entre deux traditions, et on ne sait plus qui on est. C'est pour ça que c'était intéressant, effectivement. La colonie, pourquoi pas ? On va dire que voilà, ça existe. Mais si les gens qui ont osé venir sur une terre et dire ça m'appartient, comme ça se passe aujourd'hui, au moins on éduque les gens dans leur histoire, quoi. Oui. Redonnez-moi mon histoire. Oui. Et éduquez-moi comme un ou une vraie citoyenne. C'est ça. Et je peux choisir éventuellement. Voilà. Oui. Alors qu'en fait, le problème, je trouve, des Antillais, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de ne pas avoir d'eau. Ils n'ont pas le choix de ne pas avoir de travail. Et quand les ministres, les présidents viennent, ils prennent un petit coup de rhum et ils font semblant d'écouter, etc. Et puis ils rentrent chez eux, rien ne change. C'est des citoyens de seconde zone. Ah ben complètement. C'est ça ce que vous Mais oui, ce que vous mais évidemment, dire. la preuve. Et ce que vous dénoncez, oui. Mais absolument. Oui. Et est-ce que, à ce propos justement, est-ce que les femmes et les hommes ont une approche différente ont une conscience différente de cette situation de fait ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que je vis pas là-bas, mais j'ai l'impression que les femmes ont toujours... c'est elles qui font les courses, c'est elles qui ont le porte-monnaie, c'est elles qui ont besoin d'eau, c'est elles qui s'occupent des enfants, etc., etc. Donc, bien évidemment que les femmes sont au premier chef des problèmes, mais les hommes aussi, vous avez vu, les hommes, ça y est, les jeunes gens, Dieu merci, les jeunes gens commencent à... D'abord, les gens font des études, les gens se renseignent, avec Internet, et les informations passent, et on peut pas dire « je ne sais pas ». C'est ça le problème. Si dans les années 40, les gens disent « ah, oups, je ne savais pas », aujourd'hui, tu peux pas le dire, quoi. Et quelle serait pour vous la solution, les solutions ? Parce qu'il y en a évidemment. Je sais pas s'il y a une solution, il doit y avoir des solutions. Mais je pense que si ça passait par la reconnaissance de l'humanité, de l'homme et du respect de la vie humaine, on pourrait avancer tranquillement, quoi. Des droits fondamentaux. Mais c'est ça, bêtement. je veux dire, je te respecte, tu me respectes, et surtout la différence, c'est bien d'être différent, parce que si le monde était fait de vous et de moi, ce serait un monde fantastique, je veux dire. Hein. Surtout avec nous deux. Mais c'est vrai que les différences, c'est les autres cultures, voyager. C'est un enrichissement bien continuel, sûr. Évidemment. Déjà, je me disais quand j'étais petite que si, dans les écoles maternelles, quand il y a un petit Africain, parce que ma fille, quand elle était à l'école, je recevais les Africains, voilà. Et je pense que si déjà dans les écoles, on apprenait aux enfants à raconter leur tradition et à se connaître, mais pourquoi, comment, etc., on avancerait peut-être différemment. Oui, et il y aurait peut-être moins de guerres. C'est ça. Qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si les femmes étaient au pouvoir, il y aurait sans doute moins de guerres. Ça, c'est une des émissions qu'on pourrait faire ensemble, franchement, parce que c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, ce sont que des hommes. Les chefs d'État, c'est 85-90% des hommes. Et ceux qui font la guerre sont des hommes, que des hommes, et des hommes violents, et brutaux. Bien sûr. Est-ce que vous avez, en dehors donc de votre activité journalistique et d'animation de radio, des distractions, des hobbies qui vous plaisent et que vous pratiquez J'ai toujours aimé lire. Depuis que je suis adolescente, depuis que je suis petite, je lis. J'aime bien la musique, j'adore aussi. C'est des moments d'émotion extraordinaires. Sinon, je voyage. Depuis le Covid, c'est vrai que j'ai moins voyagé. Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Je fais beaucoup le tour du monde. Moi, le bonheur, c'est d'échanger avec l'autre et de partager des moments de rire et simple. Je veux dire, on est sur la pelouse, on se boit un petit truc, on boit un jus de fruits, on rigole, on parle, on échange. La pâte humaine, quoi. Oui, c'est ça. Bon, nous passons au questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Le principal trait de votre caractère ? Je suis opiniâtre, en fait, je crois.
C'est-à-dire que je me souviens qu'un client me disait, on vous ferme la porte de passer par la fenêtre. Donc, en fait, c'est ça. Je crois que je suis... Tenace. Tenace, ouais. Je lâche pas. En fait, si on me dit non, il faut m'expliquer pourquoi on me dit non. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme? La tendresse, l'attention, le take care, Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Eh bien, le temps qu'ils peuvent me donner, m'accorder, parce que quelquefois, les gens n'aiment pas de temps, parce que même si on a des vecteurs de communication par centaines, le temps est quelque chose que les gens n'ont pas souvent l'occasion de donner. Vous avez tout à fait raison. Le temps et l'écoute, parce c'est que le temps, c'est aussi l'écoute, quelque part. On a beau avoir 10 000 outils, c'est ça. Ça remplace pas la relation humaine. Non, parce que les SMS, c'est pas ça, quoi, en communication. Quel est votre principal défaut? Quand j'étais petite, ma mère me disait, tu ranges ta chambre, et je ne rangeais pas ma chambre, et elle me disait, bon, tout ce qui est par terre va à la poubelle. Et effectivement, un jour, elle a tout mis dans un sac. Donc, en résumé, je suis un petit peu bordélique. D'accord. J'ai compris. Et votre principale qualité? Alors, j'aime l'autre. J'aime l'humain. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Donc, vous me disiez tout à l'heure. Le bonheur, c'est, je vous dis, c'est ça. C'est d'être avec vous aujourd'hui, par exemple, c'est un bonheur. Merci. De vous avoir rencontré et d'échanger avec réciproque. vous. Voilà, c'est ma fille quand elle me dit que tout va bien. Voilà, c'est mes amis quand ils sont en forme. Voilà, c'est des moments. Puis j'aime bien danser encore, donc j'aime bien. C'est bien. J'aime bien manger, j'aime bien les glaces, j'aime bien les gâteaux. Quel serait votre plus grand malheur? Ah, je veux pas le formuler en fait. D'accord. Ça porterait malheur? Oui, c'est ça. Parce qu'il paraît que le verbe est créateur. Oui, et la pensée l'est aussi. Bon, donc... allez, on efface cette question. On efface, pas de malheur. Ce que vous rêveriez d'être, si vous aviez une baguette magique. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est de revenir dans mes vies passées et savoir qui j'ai été. J'ai eu la sensation, pendant quelques temps, d'avoir été en Égypte, par exemple. Et j'ai eu des événements qui m'ont presque confirmé ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est savoir qui j'ai été dans la vie passée. Dans les vies antérieures. Les vies antérieures, absolument. Le pays où vous désireriez vivre? Ah, mais la France, moi je suis très bien en France. J'ai fait beaucoup de pays. Je suis allé vraiment un peu partout. Non, mais la France, ça me va très bien. Et la France métropolitaine, donc aussi oui, bien que oui, parce que les Antilles, j'avoue que j'ai pas tous les codes aux Antilles. J'ai pas tous les codes aux Antilles. Et en plus, il y a une forme de bourgeoisie antillaise qui vous dérange un peu. Qui me m'arrange pas. D'accord. Quelle est votre couleur préférée? Le blanc, j'aime bien. La fleur que vous aimez? Dans les hortensias, ma mère s'appelle Hortensia. Je suis très triste parce que j'en ai en plus dans mon petit jardin là-bas. Et elle n'a pas d'odorat, ça c'est un peu dommage. Mais bon, la rose, on va dire. D'accord, oui. Votre animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner? Ah, j'aime bien les chevaux, mais j'aime bien aussi les oiseaux parce que je trouve extraordinaire de pouvoir voler, etc. Mais je trouve que les chevaux, c'est magnifique. Mais moi, je suis Sagittaire, donc je suis Centaure. Donc, Vos auteurs, autrices, artistes préférés dans tous les domaines de l'art? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Patéba quand j'ai lu votre question. Mais sinon, en fait, la femme que j'aime vraiment beaucoup, c'est Gisèle Halimi. Oui. C'est une femme qui me soulève de terre, quoi. L'énergie, je comprends l'audace, et la droiture, et la détermination. Oui. Morale, oui. Oui. Vos héros et héroïnes dans la vie réelle, si vous en avez? Non, j'en ai pas dans la vie réelle. Ce serait plutôt des gens qui se battent. Le garçon qui a écrit Petit Pays, que j'ai rencontré. Gaël Faye. Oui. Et en fait, j'ai une amie qui s'occupe de la communication de la FNAC et elle m'avait invité à un événement pour son livre, le dernier qu'il a... Enfin, moi, j'ai lu Petit Pays et le dernier, évidemment, j'ai lu aussi. Et ce garçon m'a énormément touchée parce que j'ai l'impression de voir mon fils que je n'ai pas eu. Mais... Et je suis tellement contente de voir la génération des afrodescendants expliquer, mais tout ça dans la douleur parce que de toute façon, il y a de la douleur dans tout ça.
Votre cuisine et votre plat favori? J'adore cuisiner. D'accord. Bon, faut m'inviter alors. Hein. Absolument. Absolument. Quel est votre... J'adore recevoir, en fait. Mais je fais plein de trucs, ça dépend. Enfin, en ce moment, comme je veux absolument maigrir, donc je fais des choses très simples. J'aime bien faire les tartes, par exemple. J'aime bien faire... mais j'aime bien les salades. J'aime bien tout ce qui est salade. Mais vous n'avez pas une cuisine favorite? Non. Quoi, non. Non, je ne sais pas faire les plats entiers, par exemple, les trucs, les machins. Bon. D'accord. Votre mot favori? Amour. Mmh. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Je déteste la haine, je déteste l'agression, je déteste la vulgarité, je déteste des choses qui sont inaccessibles, incroyables. La personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé? C'est pas Napoléon, en tout cas, je peux vous dire. Oh, il y en a beaucoup. Hein. En Afrique, il y a quelques leaders africains qui ont été tués bêtement au Côte d'Ivoire. Et il y a Mansour que j'aime bien. Je sais pas pourquoi je trouve beau ce monsieur. C'est pas le sujet qu'il soit beau ou pas. Non, mais je trouve qu'il avait une belle allure. Hein. C'était un guerrier, j'aime bien. Après, effectivement, quelques leaders africains qui ont essayé de faire des choses et qui ont malheureusement sont tombés. Bêtement, on leur a fait un croche-pied, donc ils sont tombés. Oui. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société? C'est-à-dire que les droits de l'homme, par exemple, ça aurait dû améliorer la société, mais ça n'a pas vraiment amélioré. Et là, pour préparer l'émission que nous allons faire sur le MeToo 8 ans après, j'ai vu que dans les années 30, l'ONU avait fait une réunion pour la violence contre les femmes. Ça n'a pas abouti non plus, ça. Donc, c'était au Japon, je crois. Au Japon. En 1946, oui. L'ONU. Oui, j'ai dit 30, oui, 46, oui. Oui, dans les années 50, donc. Oui. Et après, il y a eu les fameuses conférences, effectivement, sur les droits des femmes. Et il y a eu les résolutions sur les femmes contre les conflits ou dans les conflits. Bien sûr, dans les conflits, oui. Mais j'ai pas la sensation que... Alors, est-ce que c'est parce que les hommes politiques, en fait, ils émettent ça pour nous brosser dans le du poil ou est-ce qu'ils ont une vraie volonté C'est compliqué, c'est-à-dire que les organisations multilatérales et internationales comme l'ONU, la difficulté, c'est qu'il faut gérer 193 pays et que l'objectif de garantir la paix et de garantir la concertation fait que, malheureusement, il n'y a pas tant de possibilités contraignantes, enfin d'imposer aux États. On le voit bien actuellement avec ces chefs d'État guerriers qui se fichent éperdument du droit international. On le voit mais de toute façon, on voit bien que, on va dire l'Europe, mais l'Europe, c'est décevant. Moi, c'était un rêve, l'Europe, c'était une excellente idée. Bon, c'est pas ça apparemment. Et puis maintenant, la planète, on est en train de perdre des gens qui sont... Leur ville est sous l'eau. Enfin, je veux dire, il y a des choses... La mer, on parle de l'océan, on parle de tellement de choses. Et on se dit, effectivement, comment on va faire, quoi? Parce que les gens, on a l'impression qu'ils font des lois, mais ça fonctionne pas. En même temps, c'est eux qui font les études, c'est pas nous. Donc, nous, on n'a pas le pouvoir. Alors, les gens sont dans la rue. Et là, c'est pareil. On va parler de Gaza, parce que regardez tous ces gens qui partent à pied avec le truc sur le dos pour aller apporter de l'aide et qu'on les bloque. C'est-à-dire, bon, enfin, et on les met en prison. Si vous dites Free Palestine, on vous met en prison. Enfin, vous demandez la paix, on vous met en prison. C'est bizarre quand même. Votre devise ou le mantra qui vous sert de guide dans la vie? Moi, je dirais amour toujours, attention à l'autre. Claude disait une chose très juste, il disait, faut pas croire que, il faut vérifier que. Ah, oui. C'est pas mal, ça. Ben, ça, c'est aussi un réflexe journalistique. Oui, c'est ça, il faut toujours essayer de vérifier. Oui. Et enfin, dernière question. Quelle est justement la question que vous auriez aimé que je vous pose? Ben, vous m'avez posé de merveilleuses questions déjà, donc je ne sais pas, il y a rien en particulier. Non, je trouve ça très bien comme ça. Vous étiez parfaite. Vous étiez parfaite. Je vous remercie beaucoup, chère Lydia. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano,
Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.